Alors avant de nous intéresser au conservatoire, au bain-douche ou à la médiathèque ces prochains mois, après avoir évoqué la crèche, c'était en février, nous parlons ce soir du centre d'animation. On va l'utiliser en tout cas ce soir comme un mot générique pour désigner ce que l'on appelle aussi maison de quartier, MJC ou autre centre socio-culturel. Disons que le centre d'animation, c'est un lieu encadré par une équipe dédiée où sont organisées diverses activités culturelles, sportives ou sociales. Et pour ouvrir nos discussions, je me tourne vers vous, Laurent Besse, bonsoir. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, maître de conférences à l'IUT de Tours, spécialiste des questions de l'éducation et de la jeunesse. Et pour nous, vous avez préparé une petite histoire des centres d'animation. Vous allez commencer par dresser un parcours chronologique au sein de ces différentes structures, puis vous interrogerez la prétendue polyvalence des lieux qui les accueillent, avant de présenter quelques exemples remarquables à Sarcelles, Troyes et Annecy notamment, et puis avant d'interroger aussi les limites de ces équipements, peut-être notamment autour du caractère indéfini de leur usage. On va voir tout cela. Pour l'heure, juste quelques mots de vocabulaire, je le disais tout à l'heure, centre d'animation, MJC, centre social ou socio-culturel, maison de quartier, maison pour tous. Voilà l'objet, voici les objets de votre intervention, Laurent Besse. Et donc vous allez nous raconter de quoi on parle en fait à travers tous ces termes, qu'est-ce qui se cache derrière les différences de vocabulaire. Je vous laisse la parole. Il est évident que le centre d'animation dont on va parler, plus largement les équipements socioculturels, ce sont des objets extrêmement difficiles à définir, tout simplement parce que sous cette appellation, on regroupe des bâtiments qui abritent des fonctions qui sont différentes. Il y a à la fois des fonctions d'accueil de public, des fonctions parfois davantage culturelles avec des salles de spectacle, mais également des lieux de pratique sportive, et enfin des équipements spécialisés qui ont varié au cours de l'histoire, qui peuvent être des laboratoires photographiques, aujourd'hui des studios d'enregistrement, des espaces numériques, qui visent à permettre à un large public de pratiquer des activités culturelles assez variées. Et donc ces équipements socioculturels, dont le nom, les noms plus exactement, sont encore plus foisonnants que ce que vous avez pu dire, puisqu'on pourrait rajouter centre socioculturel, on pourrait évoquer les maisons pour tous, etc. etc. Cette diversité de dénominations, elle renvoie à la diversité du projet éducatif qui a porté la construction de ces équipements, qui est ce qu'on appelle l'éducation populaire. Alors, s'il est difficile de définir ce qu'est un centre d'animation, c'est encore plus difficile de définir l'éducation populaire. Disons que c'est un courant, ou plus exactement un ensemble de courants, qui vise à développer l'émancipation individuelle dans un cadre collectif, en particulier par la pratique d'activités à caractère culturel, le terme culturel devant être entendu dans un sens extrêmement large. Alors, historiquement, ce courant, on peut le faire naître, on va dire, au moment de la Révolution française, peut-être même avant, dès le courant du XVIIIe siècle, et longtemps, il a été lié, très lié à la politique scolaire, plus exactement à l'école, un des lieux qui symbolise ce lien entre l'école et l'éducation populaire, c'est le patronage, dans sa version laïque ou dans sa version religieuse, le patronage qui est né fondamentalement pour prendre en charge les enfants sur le temps des congés, à l'époque le jeudi et le samedi après-midi. Bon. Cette éducation populaire, elle s'est déplacée de l'école vers des pratiques davantage culturelles, en particulier après les années 1930. Et je pense que c'est à peu près dans ces années 1930 qu'émerge le processus historique qui va conduire à la naissance de ces équipements culturels
qui ne forment pas un type architectural. Je pense qu'à la différence de l'école, à la différence du gymnase, à la différence même du conservatoire ou de la salle de concert, l'équipement socioculturel ne constitue pas, à ce jour du moins, un type architectural au sens où on peut l'entendre classiquement. Et quand je dis que ces équipements s'inscrivent dans une généalogie dont un des moments forts, c'est les années 30, ça ne doit pas faire oublier le fait qu'il existe avant des sortes de grands ancêtres qui émergent dès la fin du 19e siècle. Bon, l'un des premiers, parisien, c'est le fameux foyer de la rue de Trévise, dans le 9e arrondissement, foyer de la rue de Trévise qui a été construit par l'Union chrétienne des jeunes gens, qui est davantage connue sous son nom d'origine américaine, anglaise, le YMCA, ne serait-ce qu'en raison d'une chanson célèbre. Et c'est un mouvement de jeunesse d'origine protestante qui, à Paris, donc à la fin du 19e siècle, fait construire, selon des modèles d'ailleurs assez largement importés des États-Unis, un ensemble qui vise à permettre à des jeunes de pratiquer des activités sportives. Le foyer de l'UCJG de Paris s'enorgueillit d'avoir la plus ancienne salle de basket au monde, puisque c'est le YMCA, l'Union chrétienne des jeunes gens, qui a inventé le basket, et la salle originale aux États-Unis ayant brûlé, la seule qui reste, c'est celle en tout cas la plus ancienne, celle de Paris de la fin du XIXe siècle. Mais à côté de cette salle de basket et de la piste de course à pied qui la surplombe, il y avait une piscine, il y avait une laiterie. Alors c'était quoi une laiterie? C'était une sorte de bar sans alcool, puisque l'objectif aussi était de faire de l'éducation populaire en luttant contre l'alcoolisation des jeunes gens. Mais il y avait aussi, il y a toujours des salles qui sont destinées à recevoir des cours, à permettre la tenue de réunions. Et enfin, un théâtre, aujourd'hui appelé le théâtre de Trévise. Deuxième exemple de ces ancêtres, un des patronages laïques. Alors j'ai pris un exemple parisien dans le 15e arrondissement. Alors il a été depuis détruit et reconstruit, hein, mais patronage, là, donc c'est l'affiliation, le lien avec l'école, à l'origine pour les enfants, puis ensuite s'ouvrant à des activités de jeunes adultes, à caractère culturel principalement, parfois aussi sous la forme de cours, de conférences. Bon. Mais c'est également, toujours pour prendre un exemple parisien, la fameuse Maison pour tous, fondée à Paris, dans le 5e arrondissement, rue Mouffetard, à l'initiative de chrétiens sociaux, qui vise à fournir à la population du quartier Mouffetard, alors extrêmement populaire, un encadrement éducatif, mais aussi les services d'un centre social, avec la volonté de faire se rencontrer des habitants d'origine sociale, mais également surtout philosophique, à l'époque entendons religieuse, variée. Donc cette dimension de rencontre est extrêmement importante, et c'est peut-être une des caractéristiques du centre d'animation. Dans la plaquette de présentation du centre Hébert par l'agence Éric Giudice, bon, j'ai lu que l'un des objectifs qui était assigné au bâtiment, c'était de créer du lien social, enfin je ne sais pas si c'était le terme qui était utilisé, mais de créer des occasions de rencontre. Bon. Et c'est sans doute effectivement une dimension, en tout cas sinon structurante, du moins qu'on rencontre à de nombreuses reprises dans les fonctions qui sont attribuées à ces équipements. Alors, quelque chose, malgré tout, se noue au début des années 30, fondamentalement en lien avec le fait que le loisir, en particulier le loisir ouvrier, devient un enjeu politique, social important. La loi de 8 heures en 1919, les réflexions qui ont lieu dans les années 20 et 30 en France et surtout peut-être aussi à l'étranger. Et enfin, au moment du Front populaire, le symbole des congés payés, donc il y a tout un courant, et de réflexion autour du loisir. Et cette réflexion sur le loisir va rencontrer
le mouvement moderne en architecture et par exemple le congrès qui se tient à Paris en 1937, des fameux congrès international d'architecture moderne. Ce congrès s'intitule Logis et loisirs. Donc on est bien au cœur de quelque chose de nouveau qui intéresse les architectes d'avant-garde de l'époque. Parmi ces derniers, il y a bien entendu Le Corbusier. Alors on peut évoquer, même si le bâtiment sera construit dans l'après-guerre, la maison de la culture et de la jeunesse de Firminy, à côté de Saint-Étienne. Donc dans l'ensemble que construit Le Corbusier, on trouve donc un bâtiment qui vise à offrir à l'origine à la jeunesse des activités culturelles, donc sous la forme, là encore à l'origine, à la fois d'une salle de spectacle et aussi d'ateliers, le tout en lien avec la pratique sportive, puisque initialement même le bâtiment devait être adossé au stade. Je m'excuse, je n'ai pas choisi des photos extrêmement belles, mais je redoutais la question des droits. Et je sais que concernant les images de Le Corbusier, c'est un sujet sensible, donc j'ai pris des images peut-être médiocres, je m'en excuse, mais qui ne risquaient pas de poser de problèmes de droit. Alors ce bâtiment est intéressant à un autre titre, parce que il a donc été construit par Le Corbusier et Yannis Xenakis, qui est connu aussi, enfin, qui est un architecte, mais qui est aussi connu comme un grand musicien. Ce bâtiment va connaître une transformation, puisqu'au départ, il est envisagé, son nom initial est celui d'une maison des jeunes et de la culture, donc centré sur la jeunesse, et il va être transformé à la demande du maire de Firminy en maison de la culture et de la jeunesse, donc une inversion finalement des priorités accordées au bâtiment, en lien avec le programme qui va naître des fameuses maisons de la culture d'André Malraux, et il me semble que cette transformation des finalités de ce bâtiment traduit assez bien les transformations et la difficulté à définir de manière stricte ce que peut être un équipement socio-culturel. On pourrait aussi évoquer, concernant cette réflexion des années 30, la Maison du Peuple de Clichy, de Lodz, Baudouin, Prouvé, Bodianski. Donc la Maison du Peuple, c'est toute la tradition peut-être plus forte hors de France qu'en France même, mais d'un bâtiment qui veut incarner le pouvoir du monde ouvrier en ville et proposer aussi des activités culturelles et éventuellement sportives, mais aussi une fonction de tribune politique pour le monde ouvrier. Mais dans les années 30, en lien avec la réflexion nouvelle portée sur le loisir, ce type d'établissement se transforme en un établissement davantage orienté vers la dimension culturelle. Alors, dans l'après-guerre, on assiste à un renouveau important de l'éducation populaire, en particulier autour de la pratique d'activités culturelles. Ici, c'est du théâtre avec à l'époque, il n'est pas connu, mais Gabriel Monet, qui sera un metteur en scène important des années 60, qui est à l'époque un jeune animateur de théâtre dans une maison des jeunes et de la culture d'Annecy. Je vous demande d'être attentif à la présence de la cheminée, c'est fondamental pour comprendre par la suite les équipements socioculturels des années 60. Et deuxième photographie que j'ai choisie parce qu'elle symbolise à la fois l'ambition de cette éducation populaire des années 50 et ses difficultés. La photographie représente un téléclub, c'est-à-dire un type d'intervention culturelle inventée par l'éducation des années 50, l'éducation populaire des années 50, pour permettre une vision collective, critique de la télévision, qui était alors, d'une part, un objet rare et cher, et par ailleurs, qui était perçu qui va être très vite perçu par les militants d'éducation populaire comme une menace, puisque facilitant le repli sur soi,
l'individualisme, ou du moins en tout cas le repli familial. Alors, malgré tout, le grand moment de construction des équipements socioculturels, ce sont les années 60, en lien avec un ensemble de phénomènes. Le premier qui est visible ici, aménager, équiper, construire, pour les jeunes, c'est l'arrivée à l'âge de l'adolescence des jeunes du baby-boom. Première génération du baby-boom, ceux nés en 1946, ils ont 13 ans en 1959. C'est une nouvelle vague attendue dans un pays qui avait souffert de la dénatalité dans l'entre-deux-guerres. Mais en même temps, cette jeunesse, elle inquiète un peu. 1959, c'est l'été des blousons noirs à Paris, dans le 15e arrondissement, qui n'était pas le 15e arrondissement d'aujourd'hui, les agissements de bandes de jeunes qui donc terrorisent, du moins c'est ce que dit la presse qui vend assez facilement avec l'image des blousons noirs, mais en tout cas, cet épisode des blousons noirs amène le gouvernement de l'époque à lancer un plan en faveur du développement d'activités pour les jeunes, et en particulier d'un soutien aux maisons des jeunes et de la culture. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il y a un tout petit peu plus de 150 MJC, Maisons des Jeunes et de la Culture, qui sont nées à la Libération en France en 1958. 150. Il y en a plus de 1000 en 1968. Et un grand nombre des équipements socioculturels des années 60, d'aujourd'hui, pardon, ont été construits dans les années 60. Paris n'échappant pas totalement à cette tendance, mais Paris est beaucoup moins concerné par l'explosion démographique des années 60 que des villes de sa périphérie ou de province. Et donc a été moins touché par le phénomène de généralisation des équipements socioculturels dans les années 60. Ces équipements socioculturels donc sont destinés à faciliter l'expression culturelle, en particulier des jeunes. Bon, vous avez ici un exemple avec le développement de la sérigraphie, qui est une activité qui se développe fortement dans les MJC des années 60, mais la photographie, c'est encore plus spectaculaire. Tout équipement socioculturel des années 60 se doit d'avoir son laboratoire photographique. Et l'animation socioculturelle a joué un très grand rôle dans le développement de la pratique de la photographie en France. Et deuxième élément qui explique, outre la jeunesse, pourquoi les années 60 sont le moment de l'essor des équipements socioculturels, c'est qu'on est dans une phase de forte urbanisation avec les grands ensembles, avec les ZUP, et les craintes que cette urbanisation accélérée altère les relations entre les individus, altère le tissu social. Et le terme animation, qui commence à être d'un usage, je dirais, généralisé pour désigner l'éducation populaire, à partir de 1962, le terme animation signifie redonner de la vie, redonner de l'âme, anima, le souffle, la vie, de l'âme. Et la fonction qui est donnée à l'animation, c'est donc de quelque part restaurer le lien social, pour utiliser un terme anachronique, mais qui, me semble-t-il, résume assez bien ce qu'étaient les fonctions de l'animation socio-culturelle des années 60, avec la naissance d'un nouveau corps de travailleurs sociaux qu'on va appeler les animateurs et animatrices socioculturels. Alors, c'est dans ce cadre-là que, en particulier, la Fédération des maisons des jeunes et de la culture, qui, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, a un intérêt particulier pour l'architecture, va développer une réflexion en essayant d'influencer les pratiques des architectes, en tout cas en essayant de se donner la fonction de conseil auprès de ces architectes. Alors, il me semble que ce document qui date de 1961 est assez révélateur des contraintes qui pèsent sur les équipements socioculturels de ces années-là, mais une partie sont sans doute encore assez valables
aujourd'hui. Donc, ces établissements, d'abord, ils se veulent ouverts sur le quartier, ouverts au plus grand nombre, puisque l'objectif, on l'a dit, c'est d'accueillir et aussi de restaurer du lien social. Donc, il y a très souvent des halls qui sont assez volumineux, et l'idée en particulier de permettre un accueil informel des jeunes. Idéalement, les jeunes qui venaient pour jouer au ping-pong, au baby-foot, parce qu'il ne faut pas oublier que cette politique de la jeunesse, en direction de la jeunesse, a été aussi faite pour éviter que les jeunes ne tiennent les murs ou traînent dans la rue. Même s'il y avait la volonté de développer les créations culturelles, c'était aussi par peur des désordres que pouvait générer cette jeunesse nombreuse mais turbulente. Bon. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'accueil et donc ce qui est désigné sous le terme de zone ouverte au public, et de l'autre, la zone réservée aux usagers, c'est-à-dire ceux des membres du public qui acceptent de payer une cotisation pour pouvoir pratiquer les activités proposées dans la MJC, donc les activités des années 60. Je parlais de la photographie tout à l'heure, mais ça peut être la danse, ça peut être la gymnastique, ça peut être le théâtre. Non. Deuxièmement, deuxième contrainte, il y a des zones bruyantes et des zones de silence, puisque doivent coexister côte à côte, et ça, je pense que c'est quelque chose qui subsiste, à la fois un groupe qui veut faire de la méditation et un autre qui veut faire du hard rock. Alors pas dans les années 60, mais aujourd'hui, donc c'est une des contraintes fortes. Et par ailleurs, ces lieux, souvent, sont des lieux qui ont été pensés pour permettre d'accueillir les manifestations du voisinage à travers la fameuse salle polyvalente dont on va reparler plus loin. D'où un système de contraintes, voire même de contradictions très fortes qui se jouent dans ces bâtiments. Alors, et on vous dit que la MJC type comprend les éléments suivants. La salle commune, donc là qui permet l'accueil informel. On va voir que ça se heurte à des tas de difficultés dans les années 60 parce que les blousons noirs n'ont pas disparu. Les bandes de loupards, eh bien, parfois, elles prennent le contrôle de ces salles communes où l'accueil se voulait informel, ce qui entraîne des conflits. Et l'histoire des équipements socioculturels a été, dès les années 60, une histoire extrêmement conflictuelle. Il y a un géographe qui avait calculé que pour Bordeaux, sur l'agglomération bordelaise, il a fallu pratiquement ouvrir 2 équipements socioculturels pour que un fonctionne de manière durable. Et à Paris, par exemple, il y a la même chose. Il y en a qui ont brûlé de ces équipements, tout simplement parce qu'ils sont pris entre leur volonté de s'ouvrir au plus grand nombre et en même temps de proposer des activités qui sont beaucoup plus formalisées, de faire coexister des publics qui ont des intérêts, parfois aussi des horaires extrêmement différents. Vous avez enfin donc, le foyer féminin, on est encore dans les années 60. Alors ce n'est pas uniquement ce foyer féminin, il ne faut pas simplement y voir une forme de ségrégation, c'est aussi dans l'esprit des gens qui ont conçu ces MJC une manière de faire venir les jeunes filles. Parce que les parents, qui à l'époque avaient un certain contrôle sur la vie des jeunes, mais particulièrement des jeunes filles, acceptaient éventuellement de laisser sortir leurs filles à condition qu'elles soient encadrées dans un lieu non mixte. Mais bon, ça révèle cette présence d'un foyer féminin, l'état des relations entre les sexes dans les années 60. Les ateliers, salles polyvalentes, et enfin la cheminée, généralement donc dans le foyer, dans la salle où est pratiqué l'accueil informel, qui symbolise autour du feu la communauté idéale, puisque ces bâtiments ambitionnent d'avoir une fonction communautaire, de recréer de la communauté là où la société urbaine individualiste aurait dissous les relations entre les individus. Alors, pour essayer de coller au cube Hébert, j'ai recherché un bâtiment de plan carré avec un petit jardin et une terrasse. Bon. Et il se trouve qu'il est parisien, enfin Sarcelles, c'est le Grand Paris, et Sarcelles en plus, ça symbolise les grands ensembles des années 60. Alors il y a 3
MJC qui ont été construites à Sarcelles. Celle-ci, c'est pas celle qui a été construite, c'est un projet qui avait été fait pour la MJC du vieux village de Sarcelles, en dehors du grand ensemble. Donc on a une vue du bâtiment. Vous voyez que non seulement il y a une cheminée dans le hall, mais il y en a une aussi sur la terrasse. Je ne sais pas si c'est pour permettre des barbecues. Enfin, voilà. Et donc le bâtiment, le voici. Donc une coupe. Donc il est un petit peu. Il y a un demi sous-sol enterré où on met les ateliers. Donc c'est là que se trouve le fameux labo photo. Ça permet d'avoir le silence, c'est expliqué par l'architecte. Et vous avez là le plan, donc qui est simple, hein, carré en haut, avec une partie, d'un côté la salle polyvalente. Là vous voyez qu'il y a avec une petite scène, et elle peut avoir deux configurations. Donc une configuration 150 places et une plus grande, séparée par un rideau mobile, puisque l'un des problèmes fondamentaux de ces équipements, c'est la nécessité d'avoir des configurations très diverses, puisqu'on y pratique des activités très diverses, d'où l'importance qu'ont eu les équipements type rideau mobile, bon, qui n'avaient pas la qualité de ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui en termes d'insonorisation, hein, mais et qui, par ailleurs, posent des tas de problèmes, parce que comme ce sont des objets qu'on déplace, il y a une usure mécanique. Voilà. Et vous avez bien sûr la cheminée, vous avez le hall, donc là qui est tout petit, mais en revanche, je crois qu'il est désigné comme un foyer pour permettre l'accueil informel. Par ailleurs, le développement de ces maisons des jeunes et de la culture, et plus largement des autres équipements socioculturels, il se trouve que ce sont les MJC qui étaient les plus nombreuses, à tel point qu'à un moment, le nom MJC a fini par désigner l'ensemble des équipements socioculturels, a amené la fédération des MJC, mais également des constructeurs de bâtiments préfabriqués pour l'éducation nationale, puisqu'à l'époque on construit aussi un grand nombre de lycées, de collèges, un collège par jour ouvré, hein, dans les années 60, à s'intéresser à ce qui devenait un marché. Et donc ici, la société Saint-Gobain a, avec l'architecte Claude Parent, qui est un architecte important des années 60, a imaginé un type de MJC qui pourrait se moduler selon les lieux. Donc le prototype pilote a été construit à Troyes. Donc on a à gauche la partie atelier-foyer et à droite une partie salle de spectacle, salle polyvalente. Alors ce qui est intéressant, c'est la diapo qui suit, puisqu'on voit comment à partir des mêmes composants, des mêmes modules, on peut avoir 4 ou 5 configurations différentes. Cette MJC pilote a eu un certain retentissement quand elle a été construite, puisqu'elle a même eu les honneurs d'un timbre de la Poste en 1966. Malheureusement, elle n'a pas résisté à l'épreuve du feu au sens propre, puisque 3 ans après, elle avait disparu, victime d'un incendie, parce qu'elle avait été implantée dans un quartier très populaire de Troyes, où les jeunes ont détruit progressivement l'équipement qui a fini par être incendié. Mais il n'empêche que cette réflexion d'un architecte marquant témoigne de l'importance à l'époque de ces équipements socioculturels, y compris dans la réflexion architecturale. Donc ici, on a une vue du foyer, avec, vous voyez, la télévision ici qui a changé de forme et qui a pris aussi beaucoup plus d'importance dans la vie des Français en une décennie. Autre exemple de cette polyvalence extrême recherchée, c'est alors vous avez en haut un canevas idéal, donc comment rendre les ateliers, on peut avoir un atelier réduit ou 3 ateliers qu'on réunit. Vous pouvez avoir au centre une petite salle de spectacle ou une plus grande. Donc salle de spectacle qui peut permettre de faire du théâtre en théorie. On vous dit qu'il permet aussi de faire la gymnastique, qui permet aussi, pourquoi pas, de servir de salle pour accueillir un mariage, enfin un repas de mariage. Et puis enfin, la salle ouverte, donc l'intégralité, à un vaste public. Donc ça, il y a eu toute une réflexion autour de cette polyvalence. Je pense que c'est vraiment un des maîtres mots
de ces équipements socioculturels de l'époque. Alors, il y a quelques bâtiments remarquables parmi ces maisons des jeunes et de la culture, ces équipements socioculturels des années 60. J'en ai retenu un parce que, à ma connaissance, c'est le seul qui est classé à l'inventaire du patrimoine du XXe siècle. C'est le bâtiment qui a été construit au bord du lac d'Annecy par André Wojanski et Louis Miquel. Louis Miquel étant par ailleurs avec Simonin, l'auteur d'un bâtiment important en Algérie, à El Asnam. Donc on a ici au bord du lac d'Annecy, construit dans les années 60, une MJC qui, selon un certain nombre d'exemples des années 60, comprend, outre un bâtiment de type équipement socioculturel, un foyer de jeunes travailleurs, un restaurant pour les jeunes du foyer de jeunes travailleurs, mais aussi ouvert sur la ville, des gymnases. Et alors, les photographies, là encore, j'ai pris celle du CAUE sur le site internet pour des questions de droit, mais il y a un très beau livre qui a été écrit sur ce bâtiment, publié par le CAUE de Haute-Savoie, qui s'appelle Wojanski et Miquel à Annecy. Donc ici, c'est le FJT. Le site est superbe, c'est au pied du Semnoz qui domine Annecy, dominant le lac. Et cette photo noir et blanc rend davantage compte de l'un des intérêts du bâtiment, c'est qu'il est construit sur une pente et il exploite la pente. C'est une pente assez abrupte. À côté de ce bâtiment remarquable, il ne faut pas oublier surtout que la grande majorité des équipements socioculturels des années 60 et 70 sont installés dans des bâtiments de récupération. C'était le cas, de ce que j'ai compris, du centre Hébert jusqu'à aujourd'hui, puisque c'était un d'ancien bain-douche, je crois. C'est bien ça ? Bon, alors c'est classique, hein, c'est pas du tout propre à Paris, dans beaucoup d'endroits. Récupération de différents bâtiments. Alors ici, c'est le cas extrême, hein, c'est un baraquement récupéré sur le site actuel du Stade de France, où il y avait un centre d'études de Gaz de France, qui est démonté par les jeunes et reconstruit un peu plus loin, à Épinay-sur-Seine, pour abriter une toute petite MJC de quartier. Autre récupération, Nogent-sur-Marne. Ici, c'est une grande maison bourgeoise, avec alors la Fédération française des MJC avait édité un guide « Comment transformer une maison bourgeoise en MJC ». Et elle montrait de manière assez intéressante que finalement, les équipements, les parties publiques d'une maison bourgeoise du 19e siècle, le salon de réception, le hall d'entrée, ben ça allait être les parties publiques, entre guillemets, de la MJC. Et par contre, les parties privées, qui étaient les chambres, les petits salons, eh bien, allaient être occupées par les ateliers réservés aux membres de la MJC. Enfin, la MJC de Château-du-Loir, qui est intéressante parce que là, elle est le fruit d'un concours lancé auprès des élèves de l'école d'architecture des Beaux-Arts de Paris. Et ensuite, elle a été réalisée par un architecte local en lien avec la population qui l'a construite, les jeunes en particulier, pendant plusieurs années. Et ces expériences de construction par les jeunes vont être généralisées à travers l'expérience de ce qui s'est appelé les 1000 clubs de jeunes, il y en a eu plus de 1000, qui sont des petits équipements industrialisés lancés à partir de 1966 à la demande du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, il y a une partie politique de ce programme. Il s'agissait de limiter l'influence de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture. Je n'en parle pas parce que ça serait relativement complexe. Mais il y avait aussi la volonté de disposer de petits équipements relativement polyvalents qui ont comme particularité d'être livrés en kit. Et ce sont idéalement les jeunes qui vont localement recevoir le kit, on leur fait une chape et ils construisent ensuite le bâtiment. C'est très beau sur le papier. Ça a relativement bien fonctionné dans les campagnes, là où il y avait une certaine stabilité des jeunes et surtout là où les collectivités ont très vite repris la main. En revanche, en ville, globalement, ça a été un échec.
Beaucoup ont brûlé. Il subsiste très peu aujourd'hui de ces 1000 clubs en milieu urbain. Il y a quelques exceptions, mais fondamentalement, ils ont disparu. Alors que certains subsistent en ville. Alors, il y a eu différents programmes correspondant à différentes options qui ont été proposées par différents constructeurs de préfabriqués de l'époque. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces bâtiments font l'objet, dans certaines communes rurales, d'un début de patrimonialisation, au sens des gens qui parfois ont été jeunes dans les années 60, qui aujourd'hui ont un certain âge, mais se battent pour, sinon restaurer, du moins éviter la destruction de ces bâtiments qui ne sont plus aux normes, qui posent des tas de problèmes en termes d'isolation, vous en doutez, mais aussi de mise aux normes. Il y a ici la notice de montage, hein, puisque le bâtiment étant en kit, il y avait la notice de montage qui était livrée. Bon, ça supposait quand même, globalement, que les jeunes soient aidés par des gens qui avaient une certaine compétence. Bon, on est sur des petits équipements, 150, 160 mètres carrés. Dernière chose que je voudrais évoquer, mais qui est fondamentale et qui, je pense, va être poursuivie par ma voisine, qui est que les équipements socioculturels ont été pensés dans les années 60, je l'ai dit, pour restaurer du lien communautaire, mais également pour développer, dans la perspective de l'éducation populaire, ce qu'on pourrait appeler une démocratie participative, ou développer la participation, selon un terme qu'on utilisait parfois à l'époque, mais de manière moins généralisée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques fondamentales des équipements socioculturels, c'est que ce sont des bâtiments qui, jusqu'à une date très récente, et même je pense encore majoritairement aujourd'hui, ont comme caractéristique d'être des propriétés municipales, dans 99% des cas, mais qui le plus souvent sont gérés par des associations. C'est-à-dire qu'ils sont. L'école est un bâtiment public, un service public qui est géré par les communes. Même chose pour les piscines, à quelques exceptions près de piscines qui sont confiées par le biais d'un marché à des organismes privés. Dans le cas des équipements socioculturels, très majoritairement, ce sont des associations loi 1901 qui gèrent ces équipements, et en tout cas dans les années 60, c'était la règle. Ça a entraîné d'innombrables conflits, en particulier à Paris. La MOUF, dont je parlais tout à l'heure, a été fermée par un certain Jean Tibéry, maire du 5e arrondissement, en 1972, après un conflit homérique avec la Maison pour tous. Et l'une des premières mesures que prend en 1977 le nouveau maire de Paris, Jacques Chirac, je rappelle que c'est le premier maire de Paris élu au suffrage universel, en 1977, c'est de fermer une des MJC du 20e arrondissement, qui abritait entre autres les ateliers théâtre du 20e arrondissement, ce qu'on appelle les AT20, qui était une MJC extrêmement importante, qui avait une programmation à la fois d'activités à destination des enfants du quartier, des activités d'ateliers, et également une programmation de danse et de théâtre. Mais il y a un conflit qui s'achève par la fermeture autoritaire par le maire de Paris en 1977 de cette MJC. Et on pourrait trouver bien d'autres exemples en province. Bon. Alors, même si ces bâtiments n'ont pas toujours connu une histoire aussi tumultueuse dans leur rapport à l'autorité de tutelle, il n'empêche que ce sont des bâtiments qui ont été, sinon conçus, du moins perçus comme des espaces où peuvent se développer des projets à caractère communautaire, politique aussi également, au sens politique, faire vivre la vie de la cité, faire vivre la cité. Et de ce point de vue-là, il me semble que c'est peut-être l'aspect le plus caractéristique. Alors ça ne se traduit pas dans l'architecture, ça, à ma connaissance, pas de traduction architecturale. En revanche, du point de vue de la gestion de ces bâtiments, je pense que ça a eu des incidences très importantes. Merci beaucoup. Merci Laurent Besse. On peut vous applaudir.